Chers amis d'Omerta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série d'Omerta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage d'Omerta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Koursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Aujourd'hui, pour ce grand entretien, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui s'est confronté directement, physiquement, pratiquement, quasiment, oui, physiquement, à Manuel Valls, mais il s'est opposé aussi et il a travaillé longtemps pour, contre la corruption, en étant notamment l'administrateur d'Anticor. Il est l'auteur aussi de Pilleurs d'État, dans une nouvelle édition tout récemment, Pilleurs d'État encore et encore. Une longue présentation pour un homme non moins connu, Monsieur Philippe Pascot. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, et j'en oublie parce qu'il y a tellement de choses à dire sur vous, sur votre combat contre la corruption des politiques. C'est pas contre la corruption, je trouve que c'est contre une vision d'une société de partage et non une société de profit. Et pour la raison bien simple, c'est que la société qu'on est en train de nous proposer est une société de profit basée sur la corruption, bien entendu. Et le profit, par définition, c'est réservé à quelques-uns. Donc plus on va laisser faire cette société de profit, plus l'ensemble du peuple va souffrir et mourir. Plus on va laisser faire, il y aura quelques personnes qui vont décider et l'ensemble des autres qui vont subir. Et ce n'est pas la société que je veux. Donc c'est vrai, depuis maintenant 10 ans, mais déjà depuis l'âge de 3 ans, je me battais contre la corruption. Ouais. Et justement, on en parlait avant de commencer notre entretien, et ce sera ma première question finalement. Comment les Français peuvent continuer à croire à cette démocratie, que vous appelez vous-même quasiment une démocrature, quand le vote blanc, qui est quasiment à 12%, vous m'aviez dit 15%. Depuis 1958, en mai 2017, c'est la première fois qu'il y a eu autant de blancs et de nuls. Mais par contre, les médias se sont empressés de ne pas en parler. Parce que le vote blanc, ils n'en veulent pas en France, parce que tous les partis politiques confondus. Je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça. Il y a quelques années, il y a une commission qui s'est rassemblée à l'Assemblée nationale pour savoir s'ils allaient mettre le bulletin blanc dans les bureaux de vote. Candidat A, candidat B, bulletin blanc sur la table. Une commission à l'Assemblée nationale, ça réunit tous les partis politiques. Donc la droite, la gauche, le Parti communiste, le centre, le RN. Ça se réunit pendant 15 jours dans une petite salle. Au bout de 3 semaines, il a quand même fallu 3 semaines de discussion. Ils sont sortis de cette commission et le rapporteur de la commission a fait une déclaration officielle. Ce que je vous dis est factuel. En déclarant qu'il ne pouvait pas mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote parce que ça allait coûter trop cher. Je vous jure que c'est vrai. Découper des feuilles blanches, les mettre dans les bureaux de vote, ils ont osé déclarer que ça coûtait trop cher. Parce qu'ils ne veulent pas de bulletins blancs des bulletins de vote. Pourquoi? Parce que s'ils mettaient les bulletins blancs dans les bureaux de vote, qu'est-ce qui se serait passé? Le fait est que ce bulletin aurait une valeur au niveau... Non, le fait c'est que les gens l'auraient pris. Puisque c'était à disposition. Bon, il a toujours la possibilité de mettre une enveloppe vide. Non, ça au départ, mais ça c'est une autre démarche. Le fait que le bulletin soit là, on explosait les votes blancs dans les élections. Et ça, ils ne voulaient pas. Et ça c'est aussi une arnaque, le bulletin vide. Parce que c'est vrai qu'officiellement, le bulletin blanc, c'est une enveloppe vide. Mais sauf que c'est une arnaque psychologique. Je vous explique pourquoi. La plupart des bulletins de vote, ou les feuillets des candidats, en général, on le plie en 2, voire en 4, pour le mettre dans la petite enveloppe, qui, je le rappelle, fait 10 cm sur 7 cm, etc. En général, ce n'est pas des grosses enveloppes. Ça coûterait trop cher. Mais oui, ça coûterait trop cher. Mais c'est surtout que quand vous mettez dedans, ça fait une épaisseur
Vous me suivez? Oui. Donc quand vous arrivez et que vous posez sur l'urne avant de voter, voilà, Oui. on voit qu'il y a quelque chose dans l'enveloppe. Si vous mettez, comme c'est la loi, uniquement l'enveloppe vide, quand vous le posez sur l'urne, tous les gens qui sont non voient que vous avez bien un Vous bulletin pensez blanc. que les gens ont peur? Mais On oui, voit que- inconsciemment. Bien sûr. Inconsciemment, entre le fait de mettre une enveloppe complètement vide et de mettre une enveloppe bourrée, donc les gens, ils mettent quelque chose, ils mettent ça. Donc ça a été fait exprès pour qu'il y ait encore moins de bulletins blancs. Pourquoi? Parce que les élus dans leur ensemble, les partis dans leur ensemble, ne veulent surtout pas que le bulletin blanc soit en majorité. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, on s'est fait niquer par la gauche, on s'est fait niquer par la droite, on s'est fait niquer par un mec qui se prenait pour Kennedy, qui sautait une petite vieille. L'un des moins populaires présidents de Ah l'histoire ben, de la Ve République. on va en parler, mais moi, j'ai jamais vu pire président depuis 1958. Hein. C'est clair. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. On va revenir sur le bulletin blanc. Sur la période Hollande, j'avais référencé 30% des ministres de Hollande, 30% des ministres sous l'ère Hollande, qui avaient eu droit à affaire à la justice ou au fisc. Avec le gouvernement Macron, aujourd'hui, j'en suis à 60%. 60% des ministres des gouvernements successifs de Macron ont eu affaire à la justice ou au fisc. Pire, 2018. Ce que je vous dis est factuel. 2018, ouais, parce qu'après les gens finissent par ne pas me croire. Mais de toute façon, c'est vérifiable. Et, tout est s'il y a sourcé. une Je ne dis pas, ce je sera- n'écris pas si je n'ai pas les preuves de ce que je dis ou ce que j'écris. 2018, c'est-à-dire à peine un an après l'élection de M. Macron. 21 ministres avaient déjà eu affaire au fisc. Et ces gens nous donnent des leçons de morale. Et ces gens nous expliquent qu'on doit laver plus blanc que blanc, alors que eux, excusez-moi l'expression, ont un slip sale. Ils veulent imposer la rigueur à l'économie Ah, mais oui, française mais et la rigueur pour nous, Mm. pas pour eux. Je veux dire, il y a quand même un garde des Sceaux, j'ai jamais vu ça. Monsieur Dupond-Moretti. Monsieur, moi je l'appelle Dupont-Maserati. Dupond-Maserati. Ou Dupont-Moriarty. Moriarty. Moriarty, hein, j'aime bien aussi. Moriarty, j'aime bien. L'adversaire de Sherlock Holmes. Voilà, le diable et tout. Ouais. Mais j'aime bien le truc Dupont-Maserati, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce monsieur-là, qui est un monsieur qui a été le garde des Sceaux, donc garant de la justice, s'est quand même acheté une Maserati dans des conditions plus que litigieuses. En recevant de l'argent d'une société basée dans un paradis fiscal, alors qu'il n'était même pas l'avocat de cette société et qu'il est interdit par la déontologie des avocats de recevoir des honoraires alors que vous n'êtes pas client, que ce n'est pas votre client, qu'il a acheté cette voiture à Monaco en payant en partie en liquide la voiture, etc. Donc des trucs qui sont complètement répréhensibles. N'oubliez pas que ce monsieur-là a oublié de déclarer 300 000 € sur ses revenus. Moi, j'ai du mal quand me dire que j'oublie de déclarer 300 000 € et que j'y pense pas. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, la manière dont vous décrivez un petit peu la situation actuelle qui semble être catastrophique. J'ai pas Il y fini a pour eu, moi. oui, en plus, oui. Mais je me souviens donc de cette affaire, l'affaire Cahuzac, et donc cette affaire des comptes en Suisse qui a fait grand bruit dans les médias. Ouais. Et ce qui me perturbe le plus, c'est de me dire que ce que vous décrivez est vrai et juste, mais personne ne veut en parler. Personne ne veut rentrer Mais oui, sur ce terrain-là. parce qu'aujourd'hui, la plupart des médias sont aux ordres. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'autocensure qui s'est mise en place. Parce qu'aujourd'hui, le moindre journaliste, pour qu'il soit libre, il ne faut pas qu'il soit payé par un patron. Or, la plupart des journaux sont payés par des grands patrons. Et quand vous êtes un grand patron et que vous investissez dans les journaux, c'est pas pour qu'on dise du mal. Et quand ces grands patrons, en plus, sont copains avec les politiques actuelles, il est évident que si je m'appelle Bolloré ou si je m'appelle Arnaud, il est évident que je ne veux pas qu'on dise du mal de mes copains. Donc les journalistes ont peur. Et puis il y a plein de choses qui se mettent en place. Et je le mets d'ailleurs dans mon livre. Il y a les procès Bayon. Aujourd'hui, il y a des journalistes, par exemple, qui sont en procès. On leur demande 500 000 € de dommages et intérêts. 500 000 € parce qu'ils ont écrit des vérités dans un journal. Ils vont gagner. Je sais qu'ils vont gagner. Sauf que pendant 10 ans, ils vont être emmerdés. Procédure, appel, première instance, appel, cour de cassation, cour européenne des droits de l'homme, il faut que je paye des avocats, il faut que je prépare des mémoires, il faut que j'aille au tribunal, il faut que je retourne au tribunal. Ils vont gagner. Ouais. Mais pendant ce temps-là, c'est de l'énergie perdue. Et puis, ça donne un message aux autres journalistes. Taisez-vous. Taisez-vous les enfants, sinon ça risque de... Aujourd'hui, on est en train de détruire tous les organismes libres. Je le dis souvent, une petite application comme Yuka, qui est une application gratuite, qui vous permet de savoir grâce à votre téléphone, pour une fois ça sert, si ce que vous mangez, il y a des OGM de machin, si c'est bon pour la santé, si c'est cancérigène, si c'est nutritif ou pas. Oui.
Yucca, ils ont essayé de les faire taire. Des petits journaux libres comme Omerta, comme Ravi, comme Médiacité, sans arrêt, on essaye de leur faire des procès pour les faire taire. Ils ont l'argent. Donc eux, ça ne leur pose pas de problème de faire des procès. Ouais. Eux, ça ne leur pose pas de problème de payer un avocat au mois 20 000 ou 30 000 euros pour attaquer des petits journaux qui arrivent à peine à survivre avec des dons et des adhésions. Ouais. Et ça, c'est grave parce qu'ils sont en train de ligoter la liberté d'expression. Et comme en plus, il faut savoir que les gens, il y a une paupérisation générale qui est en train de s'effectuer, c'est-à-dire que les gens sont de moins en moins riches, les gens ont de moins en moins d'argent, quoi qu'on en dise. Il paraît que tout va bien. Ouais. Il paraît. Je ne sais pas pourquoi. Si, ça va bien. La justice, ça va bien. Le travail, ça va bien. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est tous des feignants. Ça, c'est le truc général. Mais j'ai quand même du mal à comprendre qu'il y ait quand même plus de 5 millions de personnes qui, aujourd'hui, se nourrissent dans les banques alimentaires. J'ai du mal à comprendre que de plus en plus de gens qui gagnent le SMIC dorment dans leur voiture. J'ai de plus en plus à comprendre que les gens, le 5 du mois, ne savent plus quoi mettre dans leur frigo. Mais à part ça, tout va bien. Ou les étudiants qui font la queue. Les étudiants, 1 kilomètre de queue à Toulouse il n'y a pas longtemps pour manger le midi. 1 kilomètre de queue. Mais à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Et donc, nous étions en train de digresser, mais vous vouliez continuer sur Monsieur Moriarty, Monsieur Dupond-Moretti. Monsieur Dupond-Maserati. Ouais. Oui, c'est quand même quelqu'un qui a été mis en examen et qui est passé devant la Haute Cour de Justice, la géniale Haute Cour de Justice, dont tous les présidents, tous les premiers ministres depuis 20 ans disent qu'ils vont la supprimer et une fois qu'ils sont au pouvoir, ne le font pas. Il y avait une formule avant qui existait avec Madame, je ne sais plus comment c'est, le don du sang, une ministre Genevoix, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, l'affaire du sang contaminé. Oui, vous savez, la justice avait déclaré qu'elle était coupable mais pas responsable. Ah oui, c'est presque les inconnus, c'est responsable mais pas coupable. Maintenant. Ah ouais. Non, coupable mais pas responsable, c'était ça. Et maintenant c'est responsable mais pas coupable. Ouais. C'est-à-dire que M. Moriarty, Monsieur Dupond-Moretti, notez bien, a été absous par la Haute Cour de justice en disant que oui, c'est vrai, il avait fauté sur cette histoire de matériellement, il était coupable d'avoir cherché à se venger en tant que ministre sur les magistrats qu'il avait mis en examen, qu'il avait dit que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Eh bien, la Haute Cour de justice a déclaré que matériellement, il était coupable, mais comme il n'avait pas l'intention d'être méchant, et en fin de compte, il n'est pas responsable. Je veux dire, ça devient fou. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a un délit, mais comme ce n'est pas intentionnel, eh ben vous êtes absous. Il y a un moment donné où tu te dis la justice, elle est en train de déraper. Alors que les petits, moi j'ai les petits, j'ai mis dans mon livre des gens qui ont... Écoutez, ce que je vous dis est vrai. Une caissière qui s'est trompée de 1 centime d'euro sur sa caisse a été licenciée dans l'heure. Un monsieur qui avait volé 2 bananes et une plaque de chocolat dans un supermarché a été condamné à 5 mois ferme. Et à côté de ça, je vois un dénommé Balladur, avec l'affaire Karachi, qui quand même, j'ai mis les noms des gens, a occasionné la mort de 11 personnes dans un car à cause des rétrocommissions qui n'ont pas été versées. Tout ça, c'est reconnu. Monsieur Balladur a été condamné, relaxé à 2 mois avec sursis. Et dans l'intitulé de la justice, il est trop vieux pour qu'on le condamne à plus. Non mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la justice, elle est valable pour les pauvres, mais pas pour les riches ? Et bien ça, c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle et c'est ce que je dénonce dans mes livres, preuve à l'appui. Est-ce que finalement, on est dirigé par des délinquants à décrire ? On a l'impression. On est dirigé par des choses qui sont en train de devenir une mafia. C'est une mafia. Une mafia, une véritable mafia qui est en train de gangréner la société française. Et le pire, c'est que les gens laissent faire. Il y a une espèce d'apathie qui se met en place. Tout est fait pour que les gens ne s'occupent que d'eux-mêmes. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont dans une espèce de léthargie, et c'est normal. Comme le code du travail est cassé, les hôpitaux sont foutus, l'école, on n'en parle pas, la justice, je ne vous en parle même pas, les gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Donc on s'occupe de sa femme, de ses enfants, à la limite de ses voisins proches, et les autres, on ne s'en occupe plus. Et donc ce qui se passe autour, eh ben, ça devient banal, c'est normal. La corruption, ça devient normal. Tu vois, et moi, ça me rend fou, parce que si on laisse faire, on ne pourra plus s'en sortir. Il y a aussi cette atmosphère de peur, on l'a vu aussi oui, avec tout est fait pour que ça soit Covid, mais même les gilets jaunes, où on a fait peur aux gens. Mais tout est fait pour que ça soit anxiogène. J'ai peur de perdre mon travail, donc je ferme ma gueule. Si je vois des choses qui ne sont pas claires, je ferme ma gueule. Je suis coincé par les crédits, je ne peux pas bouger. Tu te rends compte, mon médecin
Aujourd'hui, va essayer d'avoir un médecin traitant. Comment tu es obligé de faire des machins. Essaye d'avoir un rendez-vous pour avoir un médecin aujourd'hui. Donc tu es obligé de passer ou tu vas en clinique privée. Parce que ça aussi, c'est le penchant. L'hôpital, ça ne marche plus, rabattez-vous sur la clinique privée. L'école publique, ça ne marche plus, les écoles privées, c'est en train d'exploser. C'est la société qu'on nous prépare, sauf que tout le monde n'a pas d'argent. De moins en moins de gens ont du pognon. Donc de moins en moins de gens ont accès à la clinique privée. De moins en moins de gens ont accès à l'école privée pour leurs enfants. C'est la société qu'on veut pour demain? Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de nous préparer insidieusement. C'est pour ça que je dis que nous sommes plus en démocratie. On n'est pas encore en dictature. On est dans un mélange des deux, on est dans une démocratie. Et les gens deviennent des moujons. Moitié mouton, moitié pigeon. Continuez les enfants. Alors que nous sommes le nombre. Alors qu'il suffirait de se lever, de se réveiller et de mettre ces gens-là dehors. Comment ça se fait que les élus pourris, entre guillemets, soient réélus systématiquement? Alors ils sont réélus parce que les gens ne vont pas voter. C'est aussi simple que ça. Mais si vous n'allez pas voter, c'est de votre faute les enfants. Mais non, ça ne sert à rien d'aller voter. Ben oui, ça sert à permettre à des élus pourris d'être élus avec très très peu de voix. Je le dis souvent dans mes conférences, le remplaçant de Manuel, salut Dark Vador, le remplaçant de Manuel Valls, qui est déjà en train de faire des conneries en tant que ministre de l'Outre-mer avec la Guyane et la fracturation hydraulique, et puis il veut, il veut remettre en cause des choses qui étaient faites avant. Le remplaçant de Manuel Valls, M. Choix, qui est décédé dernièrement, écoutez bien ce que je vous dis, c'est des chiffres officiels, a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Personne. Sur les inscrits, 0,9, moins de 1 électeur sur 10. Le remplaçant de M. Serge Dassault, que j'ai bien connu, qui lui aussi, il en a fait des vertes et des pas mûres. Le remplaçant de M. Serge Dassault a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Est-ce que c'est ça la démocratie? Eh bien, c'est la démocratie qu'on a parce qu'on laisse faire. Encore une fois, on peut se rendre dans l'urne. On ne veut pas. Et les gens s'en foutent parce que, ouais, ça ne sert à rien, les élections sont truandées, etc. J'adore ces manipulations. S'il y a bien une élection qui est de moins en moins truandée, entre guillemets, et je pèse mes mots, malgré que je vais encore me faire engueuler parce qu'il y a tous les gens qui vont hurler en commentaire comme quoi ce que je dis est faux. Aujourd'hui, l'élection avec papier, c'est une des élections qui est les plus difficiles à truander. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des papiers, on est d'accord? Vous avez le candidat A, le candidat B, le candidat C, il y a des scrutateurs qui regardent. Les assesseurs. Mais oui, tout est fait devant tout le monde. Donc truander, c'est de plus en plus dur. Il y a eu du truandage avant. Oui, il y a des morts qui ont voté. Non, mais je le sais. Il y a même des chiens qui ont voté. En 2014, j'ai renvoyé un message à Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque, je crois. Il y a une ville en Corse où il y a eu 110% d'électeurs qui ont voté. 110%. C'est-à-dire qu'ils avaient fait voter les morts. Les petits vieux de 110 ans, ils venaient voter avec leur déambulateur, ils votaient tellement vite qu'on ne les avait pas vus. Donc il y a encore des épiphénomènes de truandage. Il y a un type du côté de Marseille qu'on a gaulé, qui avait des bulletins de vote dans ses chaussettes, de mémoire. Et Manuel Valls également, lors de sa réélection en tant que député de l'Essonne, après l'élection d'Emmanuel Macron, pendant ces législatives-là, et ça a d'ailleurs fait un grand bruit, puisque des gens sont venus manifester jusqu'à la mairie d'Évry, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait des soupçons de... Oui, moi je parle que de preuves. Hein. Ah, il y a eu aussi des soupçons. Non, moi les soupçons, je ne parle pas. Moi je parle que de preuves. Parce que des soupçons, il y en a partout. Il y a bien eu des élections, comme vous le disiez, qui ont été... Oui, mais moi j'ai des preuves. Donc des soupçons, tous ceux qui perdent ont les soupçons que les autres ont truandés. Aujourd'hui, c'est machin, le moindre truc... le moindre... Valls a quitté très vite la députation pour aller en Espagne. Oui, ça c'est un autre problème. Mais moi, je ne parle que de faits que je peux prouver. Je peux prouver qu'il y a eu des truandages sur les votes électroniques des députés à l'étranger. Moi, j'ai reçu 600 bulletins de vote, 600 codes secrets pour voter. Donc ça, il y a eu truandage. À partir du moment où j'ai les preuves, je dis. Si je n'ai pas les preuves, je ne dis pas. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le mode je condamne carrément avant d'avoir les preuves. Ouais. Moi, je refuse ce genre de système. Je refuse cette société où le moindre pète de travers vous envoie au tribunal. C'est-à-dire qu'on condamne avant que les gens soient jugés. Donc moi, les soupçons, non. Alors je sais, j'étais là-bas à Évry, du coin d'à côté d'Évry. Il y a eu manifestation, truandage. Les preuves. C'est trop facile d'accuser, comme on accuse aujourd'hui à tort et à travers, sans avoir les preuves des faits qui se sont réellement passés. Donc des truandages par vote papier, c'est plus compliqué. Il y en a de moins en moins, parce que c'est hyper surveillé. Ouais. Rappelez-vous, on a quand même mis sous la table, il y a des lampes si j'avais plus d'électricité, il y a un cadenas sur l'urne.
quand on renverse l'urne, tout le monde est là pour compter les enveloppes. C'est pas forcément les gens du même parti. On n'est pas comme en Russie, hein, où il n'y a qu'une personne qui rentre dans l'urne et que c'est fermé pendant qu'il bourre l'urne. Mais en même temps, c'est le ministère de l'Intérieur qui comptabilise. Oui, mais non, mais le ministère de l'Intérieur, il culpabilise. Mais même au ministère de l'Intérieur, dites-vous bien qu'aujourd'hui, si jamais il truandait, il y a des gens qui le dénonceraient. On n'est plus comme avant. Aujourd'hui, le moindre truc, on peut le dénoncer. Donc, il doit y avoir des trucs, mais c'est des épiphénomènes. Par contre, là où je dis que c'est de la faute du peuple, c'est que moins il y a de gens qui votent, plus le truandage est petit pour gagner. S'il y avait beaucoup de gens qui votaient, ça devient beaucoup plus difficile de truander. Évidemment, mathématiquement. Ben oui, mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Le fait qu'ils n'aillent pas voter, ça facilite les ripoux. Non seulement tu peux être élu avec pas beaucoup de voix, mais si par malheur il y a un truandage, tu as besoin que d'un petit truandage pour passer. Donc les gens sont aussi coupables de ne pas aller voter. Moi, j'invite les gens, la démocratie ne s'use que quand on s'en sert pas. Nous sommes encore dans un pays, je mets des guillemets, encore un petit peu démocratique. Moins on s'en sert, plus ils installent une dictature. Et le jour, alors là où je deviens fou, c'est que bientôt, Macron a essayé, il y a un bureau qui est en train de travailler dessus, donc je pense qu'après 2026, ils vont essayer de nous l'imposer. Ils vont essayer d'imposer le vote électronique sur toute la France. Parce que les gens ne vont pas assez voter. Pour lutter contre l'abstention. Et puis on va te dire, mais le vote électronique, tu sais, tu n'as pas besoin de voter le dimanche. Tu peux voter de chez toi, avec ta femme, tes enfants, puis t'inquiète pas surtout. C'est sécurisé. Là, le jour où il y a un vote électronique général, le truandage, c'est un bonheur. Mais le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Parce que le peuple, quand on va leur dire, bah, attends, tu n'as pas besoin de te rendre sur le bureau de vote. Ah ouais, c'est bien. Tu n'as pas besoin y aller le dimanche. Ah ouais, c'est bien. Tu peux voter de chez toi durant toute la semaine. Ah ouais, c'est bien. C'est d'ailleurs ce qui avait été préconisé pendant la pandémie, justement. Mais oui, mais attends, ils ne sont pas fous, les mecs. Ouais. Et je vais vous donner un argument imparable sur le fait qu'il faut refuser le vote électronique. Le vote électronique, tu ne peux pas recompter les bulletins. Donc forcément, c'est le résultat qui tombe. Une fois qu'ils ont changé le résultat le premier tour sur la manette, comment tu recomptes? Tu peux pas. Donc s'il y a un truandage, t'es mort. S'il y a un truandage, t'es mort. C'est peut-être l'intérêt aussi de ces politiques de se maintenir au pouvoir. Mais c'est sûr pour ça qu'ils veulent installer le vote électronique et qu'ils vont se servir de l'abstention des gens pour le mettre en place. Donc c'est encore une fois, c'est nous qui allons être coupables. C'est nous qui, à cause de nous, que ça va se mettre en place. Alors que le bulletin papier, si tu as un souci, tu recomptes. Mais j'ai déjà vu dans des bureaux de vote, ils ne sont pas d'accord avec le résultat. On reprend tous les bulletins, candidat A, candidat B, candidat C, les scrutateurs, tout le monde regarde, et on recompte les bulletins. Tu ne peux pas avec le vote électronique. Donc il faut vraiment que les gens réfléchissent. Ne pas aller voter, ça va favoriser l'installation des votes électroniques sur toute la France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a 62 villes qui ont un vote électronique. J'ai commencé à regarder les résultats et j'ai arrêté. Vous voyez j'ai constaté qu'il y avait quand même des endroits où le vote de Macron était 1,7. J'ai trouvé plein d'endroits sur les votes électroniques où, bizarrement, c'était 2,3, 2,5, 2,7. Donc là, vous avez un soupçon. J'ai un soupçon, j'ai pas les preuves. Mais vous avez un soupçon. Mais j'ai un soupçon. Alors, j'ai pas les preuves, pourquoi? Parce que c'est dans des villes où traditionnellement, on pourrait voter un peu plus pour le pouvoir en place. Mais je dis attention. Attention, donc le vote papier, c'est peut-être pas le meilleur des votes. Je dis bien, c'est peut-être pas le meilleur des votes. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur des votes pour éviter les truandages et pour mettre dehors les élus ripoux. Encore une fois, Macron a été élu en 2022, je crois, c'est ça, hein, réélu en 2022. avec 1,7 électeurs sur 10, 17% des voix. Oui, en effet. 1,7. C'est rien de mettre 3 électeurs blancs. 3 bulletins blancs dans l'urne. 1,7, 3 électeurs. Toi, je vais même pas 5. Donc un peu se déplacer et mettre un bulletin blanc si vous n'êtes pas d'accord avec le panel politique qu'on vous offre. Nous sommes dans une société médiatique. On est d'accord? Tu éternues. Oui. Le lendemain, ça fait les 20 heures. Comme jamais avant, oui. Ça fait le 20 heures, si jamais, je vais dire une bêtise. Hein. Il y a Macron qui éternue par terre ou qui crache par terre. Le lendemain, aux 20 heures, c'est sur toutes les chaînes. Donc imaginez seulement qu'il y ait plus de bulletins blancs que de bulletins exprimés. Ils sont morts.
D'ailleurs, je voulais vous parler de Macron et de votre lutte infatigable contre la corruption. Ouais. Et l'éthique en politique. Et l'éthique en politique. Et là, c'est le cas de le dire. Emmanuel Macron a été ministre de l'économie sous François Hollande. Et il y a un homme, Arnaud Montebourg, qui s'est battu justement pour quasiment un pan de notre économie qui aujourd'hui, on se rend compte, nous est vital, c'est le nucléaire. Entre autres, avec l'affaire Alstom, entre autres. Tout à fait. Qui a été largué, vendu par Macron & Co. Considérez que c'est un cas de corruption? Alors, ce n'est pas un cas de corruption à ce niveau-là, puisque c'est basé sur des négociations légales. D'accord. Et tant qu'on n'a pas trouvé les pots de vin qu'ils ont touchés les uns et les autres, on ne peut pas dire que c'est de la corruption. Et pour l'instant, les pots de vin, on ne les a pas trouvés. Donc, pour l'instant, c'est des négociations légales, mais malhonnêtes. C'est aussi simple que ça. Légal, mais immoral. Et puis, on peut en citer comme ça. Je veux dire, tu prends le contrat que Macron a signé sur les autoroutes. Oui, Vinci. Vinci, qui est quand même la plus grosse arnaque populaire aujourd'hui. Sur Vinci. 26% de bénéfices en moyenne pour les autoroutes, sur le dos des usagers. C'est quand même un truc de fou. C'est légal. Ils ont signé le contrat, on a mal étudié le contrat, le dédit sont énormes. Quand tu lis le contrat qu'on a réussi à avoir, M. Allégret, qui est un type qui est génial, qui a réussi enfin à avoir les papiers de la signature parce qu'il ne voulait pas les donner, c'est un contrat complètement en défaveur de l'État, donc en défaveur des utilisateurs. C'est légal. Sur le dos du contribuable. Ah, complètement. Ils ont même signé ce qu'ils ont signé dernièrement pour repousser la concession, permet aux autoroutes de faire des emprunts géants et d'imputer les intérêts sur les utilisateurs. C'est complètement fou. C'est marcher sur la tête. Ah, mais il n'y a aucune cohérence. Mais si, il y a une cohérence de profit pour quelques-uns. Mais pas de bon sens pour le... Mais le bon sens, c'est pas chez eux. Le bon sens, il est chez eux. Nous, on a juste le sens de payer. C'est tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est Macron aussi et toutes ses combines. Mais là aussi, l'ensemble du gouvernement autour aurait dû lui serrer la vis. Macron, il y a plein de choses qui moi, me perturbent. On ne connaît toujours pas le nom de 1000 de ses donateurs sur la campagne électorale. Ça, c'est incroyable, puisqu'on a une commission qui est en charge d'ailleurs de traiter, commission bidon, de vérifier les financements commission bidon. Des campagnes. Je précise mes mots. Sur les présidentielles, commission bidon. J'ai les preuves, et je l'ai écrit dans Pilleurs d'État encore et encore. Toutes les campagnes présidentielles depuis Mitterrand ont été truandées financièrement. Toutes ont été officialisées. Normalement, quand on découvre un truandage financier sur une élection présidentielle, le type devient inéligible, etc. Les seuls qui ont morflé, c'est, je me rappelle, c'est M. Sarkozy, là. Récemment, avec le financement libyen. C'est pas encore prouvé, qui a morflé, parce qu'il s'est fait gauler pour 50 millions d'euros, alors que la présidentielle, c'est 22 millions. Mais tous les candidats au présidentiel depuis Mathusalem ont truandé sur l'élection. Il y en a un qui s'est fait gauler le petit. Comment il s'appelle? C'est un vieux monsieur. Ah, j'oublie son nom. Un petit candidat. C'est pas Asselineau, c'est l'autre. C'est pas Dupont-Aignan. Non, c'est pas Nicolas. C'est un vieux monsieur de la barre de... Enfin, je sais pas, j'ai plus son nom. C'est le seul qui s'est fait gauler et qu'ils ont allumé. Sinon, tous ont truandé sur leur compte de campagne. Cheminade. Jacques Cheminade. C'est Jacques Cheminade. C'est Jacques Cheminade qui s'est fait allumer. D'accord. Qui a été déclaré inéligible et qui a eu une amende à payer, alors que c'était un des candidats qui avait dépensé quasiment le moins d'argent sur sa campagne présidentielle, mais il avait oublié un chiffre, etc. Tous les autres ont truandé. Tous les autres, ils ont validé leur campagne. Alors là, c'est... J'ai les preuves. Expliquer. Comment ont-ils pu valider leur campagne et en même temps être... Pour des raisons d'État. Parce que ça leur foutait mal d'invalider un président de la République. Chirac a truandé. Sarkozy a truandé. Mitterrand a truandé. Jean-Marie Le Pen a truandé sur ses comptes. Ils avaient toutes les preuves. Ils ont dit non, on valide. Moi, je veux comprendre. Alors qu'un petit candidat, j'en ai un, par exemple, j'ai un copain qui s'appelle Schottel, qui est maire de Janvry dans le 91, qui est un type nickel chrome, etc. Il s'est présenté à une élection, il a oublié de déposer ses comptes le jour d'après. C'est-à-dire qu'au lieu de les déposer le 24, il les a déposés le 25. Enfin, même pas lui, c'est son comptable, qui, à mon avis, était payé par des petits camarades. Donc, ils ont déposé volontairement ses comptes le jour d'après. Ça n'a pas loupé, lui, il a été invalidé. Non seulement il a été invalidé, mais il a été déclaré inéligible.
Mais ces grandes personnes, comme M. Chirac, comme M. Jean-Marie Le Pen, comme M. etc., ils ont tous été validés alors qu'ils avaient des comptes reconnus truandés. C'est pas moi qui le dis, hein, j'ai les preuves. Mais j'en ai d'autres comme ça. Je parle aussi de l'affaire Tibéri. Oui, Jean Tibéri. Ouais. Jean Tibéri, ils ont su dès le début qu'il y avait des truandages sur les électeurs. Et dès le début, ça a été étouffé. Oui. Il a quand même été maire de Paris pendant un paquet de temps. Il a été maire d'arrondissement. Les emplois fictifs aussi, mais ça, c'est Chirac. Les emplois fictifs, c'est pas Chirac, c'est Juppé qui a morflé. C'est Juppé. Donc, et encore, il a été condamné à 1 an, il est parti au Canada, il est revenu. Mais pour vous expliquer que la justice est un petit peu élastique par moment. Moi, je le mets dans mon livre. Il y a des trucs qui me... Alors, on n'a pas parlé du casier judiciaire vierge, mais on pourra en parler si tu veux. Bien sûr. Mais moi, je deviens fou quand je vois des gens qui sont inéligibles et qui sont quand même élus. Je vais te raconter une histoire. Ce que je dis est factuel. Je suis obligé de le répéter, hein, parce qu'après, à un moment donné, c'est un mythomane, ce mec. Non. Tout ce que je dis est vrai, est vérifié. Il y a un monsieur qui s'est présenté à une élection il y a quelque temps, qui était inéligible. Je me suis déclaré. Hein. Donc, il ne pouvant pas se présenter. Il ne pouvait pas se présenter. Il se présente, il ne le dit pas. D'accord ? Il est élu. Le préfet du département se rend compte que ce monsieur est inéligible. Donc il entame une procédure pour le destituer de son poste. Tu me suis ? Oui. C'est le préfet qui a été viré. Je vous jure que c'est vrai. C'est un sketch. Non, c'est une vérité. Et tu sais pourquoi ? Parce que je ne sais pas pourquoi, moi j'ai un peu creusé sous le tapis. Il se trouve que ce mec-là était copain avec une ministre qui s'appelait Alliot-Marie. Et qui, Alliot-Marie, était venu le soutenir pendant sa campagne. Donc on ne pouvait pas destituer ce mec. C'est le préfet qui a été viré. Oui, c'est... J'ai un autre mec du côté de Tahiti, qui lui, c'est encore plus fort. Il a été inéligible 2 ou 3 fois. Inéligible 2 ou 3 fois. Ben, il continue à se présenter. Parce qu'à chaque fois, bizarrement, sa note d'inéligibilité n'était jamais arrivée chez lui. Donc, pas arrivé chez moi, je peux me présenter. Et j'en ai un paquet comme ça. Alors j'ai un truc très très bien aussi sur l'inéligibilité que j'adore. J'ai fouillé. Je me suis aperçu que si tu étais un grand élu, C'est-à-dire sénateur, député, parlementaire, toi déjà un poste assez élevé, quand tu te faisais gauler la main dans le sac pour un délit quelconque, et qu'on te déclarait une inéligibilité, et ben cette inéligibilité, elle était valable jusqu'à la prochaine élection, juste avant la prochaine élection. J'ai le cas, par exemple, d'un sénateur dans le sud de la France. Quel intérêt de condamner quelqu'un à être inéligible ? Officiellement, on a fait notre boulot. Le mec, il est inéligible, mais jusqu'à la prochaine élection. Par contre, si tu es un petit élu, si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas le bon juge, si tu n'as pas le bon endroit où tu as du pognon pour pouvoir le mettre sur la table, et bien là, le petit élu, lui, il morfle. Ça peut aller 5 ans, 10 ans pour rien du tout. Hein. Rien du tout. Et là aussi, je dis, c'est bizarre, quoi. Ils se tiennent la main, les grands élus. Ben oui, ils se tiennent la main. Et ils sont très peu condamnés. Aujourd'hui, être condamné, entre guillemets, si tu es élu, j'ai plutôt l'impression que c'est une circonstance atténuante. Ce que je dis est factuel. Hein. C'est difficile derrière, pour les Français, t'imagines, d'avoir encore confiance dans une classe politique. Ou de vouloir, mais oui, mais je comprends, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voter. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Moins vous allez voter, plus c'est facile pour eux de continuer à nous serrer la ceinture. Et moins on va les voter, plus ils vont mettre en place des systèmes où on pourra même plus voter sereinement. Je le dis et je le redis, le jour où ils installent le vote électronique sur toute la France, la démocratie n'existe plus. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer le vote. 49-51, ça ne me plaît pas. Clink. Et c'est fini, tu ne peux plus rien rectifier. Ouais. Tu ne peux plus recompter. La seule façon qu'on aurait avec le vote électronique de recompter, c'est que les votes ne soient pas anonymes. Et c'est impossible. Donc les votes seront toujours anonymes. Donc ça sera un 0 ou un 1 pour traduire de façon électronique. Il suffit qu'ils changent et c'est mort. Oui. Pour continuer sur la thématique des conflits d'intérêts, de la corruption, il y a un homme qui vous a intéressé particulièrement ces derniers temps, il me semble, c'est Alexis Collère, secrétaire général. Oh, il m'intéresse depuis longtemps, ce brave monsieur. Il fait quand même partie de ceux sur lesquels Anticor a porté plainte. Oui. Et je pense qu'il a été grandement intervenant pour le fait qu'on nous supprime
l'agrément d'Anticor. Alors allez-y, Alexis Collère, c'est le secrétaire général de l'Élysée depuis Oui. 2017. Oui, oui, Rare lui, qui est c'est resté aux côtés de c'est un monsieur qui a quand même pas mal d'intérêt dans des bateaux, chez des armateurs. CMA-CGM. On lui reproche d'être jugé parti sur certains contrats. La justice est en cours là-dessus. Hein. Et pas de bol pour lui, parce qu'il a essayé par tous les moyens de faire annuler son affaire. Et grâce à Anticor et grâce à la pugnacité de tous les bénévoles qui y a Anticor, ça continue. Malgré le fait qu'ils ont essayé de nous retirer l'agrément, la justice, il y a encore une justice qui est libre par moment, a dit on continue le procès de ce brave monsieur. Donc on l'a dans le collimateur et puis j'espère bien qu'il va tomber un jour. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les enjeux de cette affaire ? Des enjeux, c'est le fait que des gens qui se croient au-dessus des lois, on leur fasse comprendre que la justice est la même pour tout le monde. Parce qu'il n'y a aucune raison. Et c'est pour ça qu'Anticor est une association de salubrité publique. Parce que nous, on a continué l'affaire Benalla. Nous, on a continué l'affaire Collère. Nous, on a continué l'affaire Bolloré. Donc, alors que la plupart de ces affaires-là, la plupart des dossiers allaient être classés sans suite. Pour régler l'explication, pour que les gens comprennent, Anticor est une association de loi de 1901 entièrement faite de bénévoles, etc. Je ne vais pas revenir sur les rumeurs qu'on a balancées sur nous. Nous pouvons prendre un dossier qui a été classé en suite, le donner à un juge indépendant pour qu'il continue le dossier en partie civile. Et ça les rend fous. Ça les rend fous. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de nous la supprimer. Il n'y a que 3 associations en France qui ont ça, c'est Sherpa, Transparency et Anticor. Anticor est plus spécialisé sur les élus. Mais il est évident que tous ces gens-là ne veulent pas que la justice soit valable pour eux. C'est valable pour les petits, mais pas pour les grands. Et pour les grands, je rappelle qu'on parlait du dossier Tiberi. Le dossier Tiberi, il a duré plus de 20 ans. Alors qu'ils savaient qu'ils avaient les preuves du truandage et de la fraude. Le cas Sarkozy aussi, avec le financement Sarkozy, ça libyen, et ça fait des années que ça... Mais ça traîne, ces dossiers-là traînent. Vous savez, il y a un type qui Coluche qui disait en justice, soit tu connais la justice, soit tu connais les juges. Ouais. Eux connaissent les juges. Ouais. Nous, on n'a que la justice sur le dos. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Et je continuerai à l'écrire à partir du moment où j'ai les preuves. Ça pose vraiment la question de l'indépendance de la justice et en fait de tant que les procureurs seront nommés et le parquet sera nommé par les gouvernements, on aura des soucis. Mais mon problème par rapport à ça, c'est que tous les partis dans l'opposition sont pour que ça change, jusqu'à ce qu'ils passent dans la majorité. Quand ils passent à la soupe, quoi. Oui, c'est ça mon problème. Combien de fois j'ai rencontré des élus dans l'opposition qui disent il faut changer les choses, il faut changer, c'est pas juste, etc. Dès qu'ils passent dans la majorité, tu vas sonner à leur porte, il n'y a plus personne. Bayrou notamment. Bayrou, m'en parle pas, c'est le pire. Moi, je lui en veux à mort à Bayrou. Je vais te raconter une histoire par rapport au casier judiciaire vierge. Et Macron, si tu m'écoutes, t'es un menteur, fais-moi un procès sur le casier judiciaire vierge. Merci d'avoir suivi cette première partie de cet entretien Zone Rouge avec Philippe Pascot. Alors pour voir la suite de cet entretien, vous devez télécharger l'application Omerta, avec laquelle vous aurez accès à, bien sûr, tous nos contenus, reportages et documentaires. Et beaucoup plus encore, puisqu'il y a d'autres séries de Zone Rouge, notamment le dernier avec Christian Perron. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Je n'ai jamais vu un président et ses sbires qui mentaient autant. J'ai les preuves que sur la mandature, une ou deux mandatures là, des gouvernements Macron, à un moment donné, il y a 87 macronistes, nouvelle version, qui n'ont pas mis les pieds dans l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. Pendant ce temps-là, ils touchaient. Tu vois la porte, Julien ? Casse-toi. Maintenant, systématiquement, je traiterai ton patron, s'il devient président, menteur sur le casier judiciaire vierge.